Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Arissa Tousso. On s'intéresse à présent à l'arrêt de toutes les activités du projet de développement des jugements de fer du Simandou, décision prise dimanche dernier par le ministre des Mines et de la Géologie. Ainsi, c'est l'avenir du plus grand projet de mine de fer en perspective dans le monde qui est compromis, en effet, avec un potentiel de plus de 8 milliards de tonnes de fer pour une production annuelle estimée à plus de 100 millions de tonnes. Le développement de Simandou représente une opportunité de transformation structurelle de l'économie guinéenne. Les revenus pour la Guinée projetés sont estimés à plus de 13,5 milliards de dollars sur 20 ans en dividendes, royalties et impôts. Plus de 45 000 emplois directs et indirects seront générés au cours des différentes phases du projet. Nous en parlons tout à l'heure avec Oumar Toutiabari, le doctorant en politique internationale de développement. Nous en parlons donc à Kumba tout à l'heure. Il est là, on me signale qu'il est là. On va aller avec lui et revenir juste après. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Je rappelle que vous êtes doctorant en politique internationale de développement. Le ministre des Mines et de la Géologie a donc pris la décision de faire arrêter toutes les activités de développement du projet Simandou. D'abord, comment vous avez accueilli cette décision? Cette décision n'était pas surprenante pour beaucoup d'observateurs du secteur minier, d'autant plus que depuis le 5 septembre, le gouvernement de transition et le CNRD se sont inscrits dans une politique en fait de révision entre guillemets de la plupart de certaines conventions minières, notamment celles portant sur le Simandou, mais aussi le fonctionnement de certaines sociétés minières, avec les avis de redressement adressés notamment à la SNB. Donc, ce n'était pas surprenant, et d'autant que le 25 mars dernier, on a vu un communiqué du gouvernement qui annonçait aussi la signature d'un accord cadre avec les deux sociétés qui exploitent le Simandou. Oui, dans ce dossier, qu'est-ce que la Guinée risque finalement en prenant une telle décision? C'est une décision qui porte en elle les germes de beaucoup de risques, notamment des risques géopolitiques. Vous savez, le Simandou, c'est une arène, pour reprendre l'expression d'un livre très célèbre. C'est une arène de lutte géopolitique entre non seulement Rio Tinto et Winning Consortium, mais aussi derrière en toile de fond le monde anglo-américain, représenté par Rio Tinto, et le monde chinois, représenté par Winning Consortium. Donc, c'est aussi une guerre géopolitique qui se livre sur le plus grand jugement de minerais de fer au monde. Donc la Guinée risque à la fois de perdre un des partenaires, notamment la Chine, qui est un partenaire très important aujourd'hui dans le secteur minier. Il faut rappeler que la Chine fait quand même 70% de la production et de la consommation de l'acier dans le monde. Donc elle reste quand même incontournable dans le domaine du fer. Et le risque, il est également un risque juridique parce que l'Union Consortium a des conventions signées et ratifiées par l'Assemblée nationale. Donc, si la Guinée résilie aujourd'hui cette convention de façon unilatérale, on pourrait peut-être se retrouver dans un contentieux juridique avec l'Union Consortium à l'international. Le risque, il est également interne parce que le Simandou, c'est vrai que c'est une mine de fer la plus importante aujourd'hui du monde, mais c'est une opportunité de désenclavement de tout le territoire sud de la Guinée à travers ce chemin de fer qui va traverser de long en large toute la Guinée. C'est une opportunité de développement considérable pour toutes ces régions. Le risque, il est également lié à cette instabilité contractuelle parce que on a vu ces 10 dernières années, beaucoup de conventions minières ont fait l'objet d'avenants qui ont modifié fondamentalement l'objet de ces conventions. Il y a le cas de Cobalt, il y a le cas de GAT, qui était un projet de raffinerie finalement qui est devenu un projet de bauxite brut avec des avenants. Et donc le Simandou illustre aussi cette instabilité contractuelle qui porte aussi atteinte à cette image de crédibilité de respect des engagements de la part de la Guinée. Donc je pense qu'il faut faire attention avec ces révisions tout azimut de conventions minières. Donc le risque, il est global, mais aussi l'opportunité que la Guinée peut tirer de cette nouvelle discussion engagée avec les partenaires, d'exiger surtout le respect des dispositions du Code minier. Parce que jusque-là, on est dans le cadre de conventions qui violent parfois des dispositions du Code minier. Et donc, la Guinée peut profiter de cette occasion pour appeler toutes les entreprises au respect des dispositions prévues par le Code minier. Mais
Allez-y, Yacouba. Je prends la main. Vas-y, Garay. Voilà, je disais justement, quel pourrait être l'impact direct de cette décision sur le secteur minier? Pour le moment, c'est l'arrêt des travaux qui avait commencé. Winim avait commencé des travaux de grande envergure, notamment au niveau des tunnels. Il y a 4 tunnels qui sont prévus sur les 670 km. Donc, c'est l'arrêt des travaux. Mais aussi, les conséquences immédiates, c'est que la Guinée va se retrouver en difficulté. La même entreprise qui exploite du côté de Bokeh la bauxite, parce que Winim Consortium est aussi une des sociétés qui détient le capital de la SMB à Bokeh, qui est d'ailleurs la première société productrice de bauxite en Guinée. Il faut aussi rappeler que Rio Tinto est l'un des actionnaires de la CDG avec le groupe Rio Tinto Alcan. Donc, cette difficulté qu'on connaît avec ces sociétés au niveau du Simandou peut avoir des répercussions sur les actions détenues par ces sociétés dans la région de Bokeh. Vous savez quand même que le gouvernement dépend largement des revenus tirés de l'exploitation minière. C'est près de 26% quand même de nos revenus qui sont tirés de l'exploitation minière. Et donc, à ce niveau, il faut faire très attention. Alors, c'est une décision qu'on ne prend pas quand même au hasard. Le ministère parle de manque de volonté manifeste des deux sociétés impliquées dans le projet. C'est quoi le fond du problème finalement? Le problème, il est connu. Vous savez, le Simandou, c'est une très longue histoire qui est retracée dans l'ouvrage dont je faisais allusion tout à l'heure, dans les arènes du Simandou, de Akumba. C'est une très longue histoire qui commence dans les années 97 avec l'arrivée du Rio Tinto. Il y a eu énormément de rebondissements avec le départ de BSGR, dont le permis a été retiré par le gouvernement d'Alpha Condé en 2010. Ensuite, l'arrivée du Winim Consortium sur les blocs 1 et 2 et la signature d'une convention, à la fois sur la mine, mais aussi d'une convention sur les infrastructures. Il faut rappeler quand même ce que le gouvernement n'avait pas dit, c'est que la Guinée avait effectivement 15% au niveau des actions de la mine. La difficulté, c'était au niveau des conditions de financement des infrastructures. À l'époque, il a été prévu un BOT, c'est-à-dire les entreprises construisent les infrastructures, les exploitent et les transfèrent au bout d'un certain nombre d'années à la Guinée. On a vu que le 25 mars, le gouvernement a signé un accord qui n'a pas été rendu public parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on nous cache en plus dans cet accord qui reste encore un secret. Et on nous annonce l'acquisition nouvelle de 15% au niveau des infrastructures, mais sans préciser les conditions financières de cette nouvelle acquisition. Et là, on a vu tout dernièrement que les sociétés exigent de l'État guinéen une contribution financière à hauteur de ces 15%. Et quand on prend le coût des investissements globaux autour de 12 à 14 milliards, ce qui amènerait quand même l'État à débourser près de 2 milliards de dollars pour participer au financement des mêmes infrastructures. Et donc, tout le contentieux est à ce niveau. La Guinée demande une participation gratuite et les entreprises exigent une contribution financière. Allez-y, Mohamed. Alors moi, je voulais avoir cette précision. Les 15% restent le point d'achoppement entre l'État guinéen et le Simandou. Quelles sont les conséquences du non-respect de ces 15% ou on peut réduire à la baisse ces 15%? Non, les 15%, parce qu'il faut distinguer en fait deux types de participation. La participation au niveau de la mine, ça c'est obligatoire, c'est le code minier qui le prévoit. L'État a une participation de 15% non diluable et gratuite au niveau des entreprises minières évoluant dans le secteur de la bauxite et du fer. Mais au niveau des infrastructures, ce n'était pas le cas pour le moment, mais le gouvernement vient d'exiger encore les 15%, mais de façon gratuite au niveau des infrastructures. Parce que le modèle qui existait jusque-là, c'est celui de la CDG. Les infrastructures du côté de Bokeh ont été construites par l'État guinéen avec un prêt au niveau de la Banque mondiale. L'État a remboursé le prêt et aujourd'hui nous sommes propriétaires à 100% des mêmes infrastructures. Donc au niveau du Simandou, l'État ne pouvait pas mobiliser les mêmes financements et a donc demandé aux entreprises de les construire et après les exploiter. Au bout d'un certain nombre d'années, les infrastructures tombent dans le portefeuille de l'État. Donc le risque aujourd'hui, c'est qu'on pourrait se retrouver dans un conflit finalement judiciaire avec Winim Consortium, qui avait une convention dans laquelle c'est mentionné que l'entreprise a l'exclusivité de la construction et de l'exploitation au bout d'un certain nombre d'années des mêmes infrastructures. Donc violer ces dispositions quand même, ça peut être juridiquement compliqué pour la Guinée. Est-ce que le ministre des Mines a le droit justement, parce que vous l'avez dit, l'un des points au-delà de ces 15%, c'est surtout la gestion des infrastructures qui vont être construites. On a l'impression que le ministère des Mines veut avoir en tout cas la gestion de ces infrastructures dès que les entreprises finissent de les construire, alors que la convention prévoit justement un BOT, donc construire, exploiter et transférer. Est-ce que le ministère des Mines a le droit d'exiger
que ces infrastructures, la gestion lui soit transférée dès après la construction? La première difficulté à ce niveau, c'est que la Guinée a une expérience en matière de supervision, de construction, mais aussi d'exploitation d'infrastructures de ce genre, notamment à travers l'OFAB qui était là dans la région de Boké. Après, l'ANAIM a pris le relais au niveau de ces infrastructures. On a vu dans la négociation à la fois des premières conventions, mais aussi de l'accord cadre, l'ANAIM a été exclu, en tout cas a été mis de côté dans ces négociations. Et techniquement, c'est la structure qui est habilitée à superviser et même à signer des conventions de concession de ces infrastructures. Donc, ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui de la nouvelle formule, c'est quelle va être l'entité étatique qui, après la construction des infrastructures, va avoir la charge de leur exploitation. On parle d'une nouvelle société, mais on ne sait pas juridiquement comment elle va être constituée avec les sociétés minières. Donc c'est tout le flou qui règne à ce niveau. Encore une fois, je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas rendu public l'accord. Et je pense que la Guinée court un risque au niveau de l'UTA quand même qui exige de ces pays la publication intégrale de tous les contrats et conventions minières. Et aujourd'hui, avec cet accord cadre qui reste complètement opaque, c'est un risque que la Guinée puisse perdre des points au niveau de l'UTA international. La suite avec vous, Akouma. Monsieur Totia, et plusieurs cabinets internationaux que nous avons consultés estiment que la décision d'arrêter toutes les activités sur le projet Simandou ne vise que Winning Consortium Simandou, parce que ces cabinets que nous avons consultés estiment que c'est seul Winning Consortium Simandou qui est si active dans la construction des infrastructures. Donc s'il y a arrêt d'activité, c'est que c'est celle qui travaille qui est victime, pas celle qui ne travaille pas, parce qu'il semble que Rio Tinto est toujours dans l'attente. Et puis il y a aussi le fait que des cabinets estiment que c'est quand même curieux pour un gouvernement qui arrête un projet d'environ 15,5 milliards de dollars américains, alors que déjà Winning Consortium était dans des dispositions maintenant à investir 5 milliards et que déjà 1,5 milliard était en cours d'investissement. D'ailleurs, le balisement du chemin de fer est vers Farana. Quel commentaire faites-vous? Est-ce que vous partagez ce type d'avis? Oui, vous savez, le retour de Rio Tinto dans ce projet a étonné beaucoup d'observateurs parce que déjà en 2016, Rio Tinto avait voulu revendre le 51% de ses actions à son partenaire Chinalco pour quitter définitivement dans le projet. La transaction n'a pas abouti et après le 5 septembre, on voit paradoxalement le retour de Rio Tinto et curieusement le soutien même de certaines chancelleries occidentales. Pourquoi on parle de lutte géopolitique dans ce projet? Parce qu'il n'est pas exclu que la tension entre la Chine et l'Australie du côté de l'Asie du Sud-Est, même les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, et des répercussions dans ce projet. Et donc, il est clair que le retour de Rio Tinto vise notamment à troubler l'avancement des travaux qui étaient déjà en cours. Et donc, le premier perdant pour le moment, c'est Winning Consortium, parce que Rio Tinto n'a pas du tout la volonté de mettre ce minerai pour le moment sur le marché, parce qu'elle en a une autre mine du côté du Pilibra en Australie. Et quand vous regardez d'ailleurs le prix du fer sur le marché mondial, c'est une tendance baissière ces dernières années. Donc, les conditions du marché, mais l'opportunité même politique ne se prête pas à Rio Tinto et Winning, c'est le principal perdant. On se demanderait qu'est-ce qui se cache derrière tous ces agissements du côté du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dessous à la fois politiques et géopolitiques dans ce projet? Peut-être que au-delà de tout ça, qu'est-ce que la Guinée perd en décidant de rompre de façon unilatérale ce contrat, et aussi sur la question des emplois, parce qu'on sait que la CMB quand même c'est l'une des plus grosses boîtes pourvoyeurs d'emplois dans le corridor. Aujourd'hui, est-ce que ces emplois seront préservés ou pas? Vous savez, pour la première fois que la Chine condamne un coup d'État en Afrique, ou en tout cas exprime sa désapprobation d'un coup d'État, c'est celui de la Guinée. Et naturellement, il y avait en ligne de mire leur inquiétude au niveau du Simandou, puisque quand même c'est un gros investissement de la part de la Chine. Donc, perdre le Simandou, il n'est pas exclu que Winning Consortium se retire également de SMB, qui a quand même près de 1700 emplois, et c'est la première entreprise contributrice en termes de revenus aujourd'hui. Après arrive la CDG en troisième position de la SAC. Donc il y a effectivement des inquiétudes à ce niveau. Mais même le Simandou en tant que tel, on projette près de 45 000 emplois au niveau de toutes les phases du projet. Donc quand même c'est une grosse opportunité qu'on est en train de perdre. Mais vous savez, contrairement à ce qu'annonce le gouvernement en termes de revenus, en termes d'emploi,
le premier gain pour la Guinée dans ce projet, c'est le chemin de fer. Parce qu'un méga projet de ce genre, il faut plusieurs années pour la Guinée pour commencer à tirer les premiers dividendes et même les premiers bénéfices. L'expérience le montre même dans la région de Bouquet ou dans Fria. Donc la première opportunité pour la Guinée dans ce projet, c'est ce chemin de fer qui va quand même désenclaver complètement la Guinée, mais aussi permettre à beaucoup d'autres projets en veilleuse le long du corridor. D'abord, le projet de Mifergui-Nimba, le projet de Zogota, le projet de Kalia, au niveau de Farana, le projet de SBDT au niveau de Dabola et le projet de Kilia avec la société de bauxite. Donc tous ces projets qui sont en souffrance à cause du manque d'infrastructures peuvent aujourd'hui se réveiller avec le développement de ces nouvelles infrastructures. Donc c'est le premier gain. Et déjà, le Winim Consortium avait commencé à poser les premiers parce que quand même était un atout. Et on vient de mettre cela en arrêt en brandissant de 15%. Donc on n'a pas une lecture claire d'ailleurs de ce que cela représente comme gain pour la Guinée, puisque c'est bien beau de dire que la Guinée a 15% au niveau des infrastructures, mais sous un plan beaucoup plus technique, comment la Guinée va tirer ce bénéfice? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Ce qu'on a vu dans beaucoup d'entreprises où la Guinée a des participations, notamment au niveau de la SMB, quand vous regardez à la fin de l'année le bilan de l'entreprise et au niveau des dividendes, vous voyez les rapports de la Sundipani le montrent, la Guinée a 0 francs en termes de dividendes, parce que tout simplement les coûts de fonctionnement de ces entreprises sont tellement énormes que le bilan est souvent négatif et les seuls revenus de la Guinée c'est au niveau des royalties, c'est-à-dire des taxes à l'exportation et des taxes au niveau de l'exportation qui sont des taxes en amont. Allez-y. Monsieur Barry, est-ce que finalement avoir la façon dont le dossier Simandou est géré beaucoup plus au niveau de la présidence qu'au ministère des Mines, est-ce qu'il n'y a pas une sorte même de même mise de la présidence de la République sur un dossier qui aurait dû pourtant être conduit de bout en bout par le ministère des Mines? Oui, c'est une nouvelle donne actuellement au niveau de la gouvernance minière, c'est la gouvernance parallèle. Vous avez vu d'ailleurs, il y a une sorte de militarisation d'ailleurs du secteur minier. On a vu tout récemment, on a nommé un DGA militaire dans une grosse entreprise. On a vu une gendarmerie militaire qui a même une gendarmerie minière qui a même une compétence administrative sur le personnel du ministère des Mines et même qui a même des prérogatives d'inspection au niveau des entreprises minières. C'est quand même inquiétant pour le secteur minier. Donc, et à la présidence de la République, on a un comité... On pourrait parler d'une caporalisation du secteur minier par le CNRD? Il y a une même mise, il y a une forte même mise à la fois du CNRD version militaire, mais aussi du CNRD politique sur le secteur minier dans l'ensemble. Le ministère des Mines se voit de plus en plus effacé et perd de plus en plus de prérogatives au niveau de la gouvernance minière. Ce qui est quand même inquiétant parce qu'on a vu dans ce dossier Simandou, au-delà de ce que le ministre des Mines annonce, ils ont été de plus en plus effacés et les négociations ont été conduites depuis la présidence de la République. Ce qui fait que beaucoup d'aspects et de paramètres sont en train d'échapper à la Guinée dans ce dossier et je pense qu'on risque gros si éventuellement on partait vers la résiliation de la convention de Simandou sans être suffisamment préparé sur ce dossier. Monsieur Totia, il n'est pas à exclure que Winning Consortium réfléchisse déjà sur la piste judiciaire. On sait qu'on vient de sortir d'un long procès avec BGR où nous avons gagné avec l'aide des organisations internationales. Mais s'il arrivait que Winning Consortium demande un arbitrage, est-ce qu'on peut comparer un accord cadre qui n'est qu'un document de travail, qui est loin d'être un document juridique, à une convention minière qui est une loi entre les parties déjà qui a subi une ratification gouvernementale, une ratification parlementaire et qui a aussi certainement produit un avis juridique de conformité par les plus hautes instances judiciaires du pays? Est-ce que vous voyez la Guinée courir un grand risque ou est-ce qu'on peut aussi croire que, puisque depuis 2003, la Guinée tente à mettre en place un comité tripartite sur les infrastructures, cela a échoué. En 2011, on a relancé avec l'accord cadre et le nouveau code minier plus tard. On a voulu avoir un contrôle de 51% des infrastructures. On a échoué. AIOG est venu, on n'a pas appliqué l'accord. On a échoué. Cette fois-ci, on a échoué. Est-ce qu'on peut être tenté de croire qu'une fois de plus, les ennemis de la Guinée ont gagné? Je pense qu'il y a un certain manque de vision stratégique de la gouvernance minière en Guinée. Il y a trop de tâtonnements, de va-et-vient. Vous vous rappelez très bien les 10 années autour du Simandou avec BGR. On peut comprendre à l'époque les conditions d'acquisition des permis du Simandou par BGR.
qui ont d'ailleurs conduit à des procès à la fois aux États-Unis mais en Suisse et des soupçons de corruption quand même qui ont été avérés après. Et par le passé, la Guinée a tenté ce genre de risque. D'abord avec ses budgets à l'indépendance, on a nationalisé les entreprises. On a pris quand même 10 millions de dollars. Lorsqu'on a voulu aussi modifier les conditions fiscales de la CDG, la Guinée en a fait une loi votée à l'Assemblée nationale pour pouvoir modifier la convention d'octobre 63. Cette fois, un accord cadre avec un gouvernement issu quand même d'un contexte politique particulier qui cherche à réviser une convention signée et ratifiée par l'Assemblée nationale. Juridiquement, ça peut être très préjudiciable pour la Guinée. C'est vrai aussi, vous rappelez le contexte des infrastructures. Il y a une étude qui avait été faite par Abidé Nodalis qui fait un plan d'aménagement national au niveau des infrastructures. Ce plan aussi, aujourd'hui, il est mis de côté. Et, on est en train de tâtonner au niveau des conditions de mobilisation des financements pour réaliser le Simandou. Je pense que la Guinée, il n'est pas exclu que la Guinée essaie elle-même aussi, presque en mettant en gage nos minéraux pour soi-même mobiliser nos propres financements comme on l'a fait avec CDG à Bokeh et tenter de construire des infrastructures qui deviennent avant tout d'abord des propriétés de la Guinée et qu'on pourrait louer aux entreprises. Vous avez vu dans le cas de Bokeh, on loue aujourd'hui le chemin de fer à CDG à hauteur de 9 millions de dollars par an. C'est quand même beaucoup de revenus et l'ANAHIM engrange de ce côté. Donc il n'est pas exclu que la Guinée essaie elle-même de mobiliser, même s'il y a eu des échecs avec les 51% par le passé, mais on peut essayer aussi la formule. Alors, M. Barry, on a écouté le ministre des Mines sur le plateau de la télévision nationale qui ne semble pas du tout dramatisé. Est-ce que, selon vous, il faut poursuivre les négociations ou rompre totalement avec les deux sociétés, répartir avec d'autres entreprises qui vont reprendre le projet? Quelle est l'option la plus judicieuse aujourd'hui? Vous savez, ce qui complique aujourd'hui l'option d'ailleurs pour la Guinée, c'est qu'au départ, les deux entreprises aux origines différentes, aux normes et aux pratiques très différentes, étaient opposées en termes d'intérêt autour du Simandou. Aujourd'hui, les deux entreprises font coalition contre la Guinée. Donc c'est la nouvelle donne dans ce tombeau griot quand même. Et quand j'ai écouté le ministre des Mines, il semblait être serein et par rapport à la position de la Guinée sur les 15%. Et ce qu'il ne précisait pas dans son communiqué, c'est qu'au niveau des infrastructures, quand même, il n'y a pas de disposition dans le code minier qui donne ces 15% à la Guinée. Effectivement, au niveau de la mine, on a le droit de les avoir. On se demande peut-être que la Guinée va recruter des cabinets quand même qui vont nous coûter des millions de dollars pour défendre sa position dans la perspective d'une procédure d'arbitrage à l'international. Je pense que ce qu'il fallait encourager, c'est les travaux déjà commencés par Winning Consortium, c'est de laisser continuer les travaux. Et éventuellement, c'est le retour de Rio Tinto, puisque tout le problème est arrivé avec le retour de Rio Tinto dans ce projet. Nous, on l'avait alerté au départ, il ne disait qu'à bloquer les travaux déjà entamés par Winning Consortium. Et en toile de fond, il y a la géopolitique internationale. Oumar Totia Bari, doctorant en politique internationale de développement, merci beaucoup pour votre prise de parole chez nous ce matin. C'est à moi de vous remercier et bien de choses à tous nos chroniqueurs. En un mot, Akumba. En un mot, on pense, en tout cas, selon plusieurs sources que nous avons consultées, que la Guinée est tombée dans le piège de Rio Tinto. Ça, c'est l'opinion des cabinets qui ne partagent pas la position de Rio Tinto. Il y a d'autres qui pensent qu'il faudra clarifier, ou en tout cas, il y a déjà des objectifs visant à rechercher des liens entre la personnalité la plus signifiante de Winning Consortium en Guinée, qui est Fadi Wazni, qui est par ailleurs guinéen, avec le réseau Alpha Condé. Donc peut-être que les gens ont dû mettre ça dans les oreilles de la junte, et voilà qu'on décidera de faire perdre à la Guinée une opportunité de plus de 45 000 emplois et des revenus qui doubleraient ou qui tripleraient le PIB de la République. Et je pense que c'est très dommage qu'on n'ait pas été suffisamment intelligent. On va voir donc ce qui va se passer les prochaines semaines. Grand merci à tous, à l'équipe technique Wali Design, Tidiane Kamara, et à toute l'équipe du jour. Nous vous souhaitons une excellente fête en compagnie de FIM FM. Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.